Pour commencer, le thème de cette rencontre, c'est écrire la nature, est-ce que Marie-Hélène Lafont peut un petit peu nous expliquer, vous avez grandi dans une ferme isolée du Cantal, à 1000 mètres d'altitude, nous décrire le pays, le paysage qui a fondé votre rapport à la nature, précisément. Commençons donc par le commencement. Je dis volontiers, suivant en cela Alexandre Vialat. C'est Alexandre Vialat qui a dit que l'Auvergne était une île. Mais avant de savoir qu'Alexandre Vialat l'avait écrit, je l'avais senti, peut-être pas pensé, je n'avais peut-être pas mis des mots sur cette sensation-là, mais j'ai commencé d'être dans une ferme, en effet, et une ferme d'un seul tenant, un morceau de monde, un seul corps de terre, de bois, pré, pâture pour les vaches, pas de champs, 1000 mètres d'altitude, on ne sème rien, on ne semait plus. Quand j'ai commencé d'être à cet endroit-là du monde au début des années 60, on avait semé jadis le blé, hein, ou le seigle, mais on ne semait plus. Donc, de la terre volcanique grasse qui colle, une herbe qui pousse et jaillit, drue, des arbres, des frênes, des hêtres, peu de conifères, des rivières, du vent, des saisons, le ciel sur tout ça, la maison au milieu. Corps de bâtiment, corps de pays, j'appelle paysage le corps du pays. Et au milieu du paysage, le corps du pays qui vous prend au bras, la maison, corps de bâtiment, pierre, ardoise et bois. La maison des bêtes, l'étable, et la maison des gens. Souvent, les deux étant collés d'ailleurs, intriqués l'une dans l'autre. Voilà. Et c'est là que ça commence. Une rivière qui s'appelle la Santoire, qui court dans tous mes livres, qui est aussi un patronyme d'ailleurs. Cette rivière borne le pré. Et très tôt, on apprend dans ce monde-là, on apprend aux enfants, on nous apprend à nous, les enfants, je dis nous parce que j'ai un frère et une sœur, on nous apprend que ce qui est de l'autre côté de la rivière n'est pas à nous. Ce qui est de l'autre côté de la rivière, c'est le monde. La rivière s'en va, pas nous. On reste là, on travaille là, on vit là. Et enfant, je ne sortirai de là, la toute première fois de ma vie, que pour aller à l'école, au CP. Et j'en sortirai par un chemin pentu, très très régulièrement caparaçonné de neige ou de gel, entre novembre et avril. Donc, une île, c'est d'abord ça, ça vous rentre dans le corps, et vous en apprenez les contours, à partir du moment où vous commencez à devoir vous en extraire pour découvrir que le monde est vaste autour. Et qu'une part essentielle de votre être, essentielle pourquoi ? Parce qu'elle est celle qui relève des lignées qui vous ont précédé, une part essentielle de votre être est pour toujours fichée là, comme un arbre est fiché en terre. Et en même temps, les femmes, surtout les femmes de ma génération, nées dans ce lieu et dans ce milieu-là, savaient au début des années 60 qu'elles iraient inventer leur vie ailleurs. On avait beau avoir été planté là, il faudrait s'arracher pour aller gagner sa vie ailleurs. C'est la chanson de Jean Ferrat. Hein. Voilà, bon, la montagne. Voilà. Donc, c'est là que ça commence. Et ça fonde un rapport insulaire au monde, ça fonde un rapport violemment contrasté aussi, avec ce qui est à soi, ce qui n'est pas à soi, avec le soi et l'autre, avec le partir et le rester, avec l'attachement et l'arrachement. Il y a, je crois, sans que j'en ai pris nettement conscience dès le début, bien entendu, hein, il y a des plis d'être, comme on le dit, du pli que prend un tissu qui reste longtemps plié dans l'armoire, il y a des plis d'être qui sont pris. Voilà. Et
qui demeure gravé et inscrit. Quoi que je fasse plus tard de ma vie et dans la vie. Et ma vie, j'irai l'inventer à partir de 18 ans dans les villes. Hein. Ailleurs, loin. Voilà. Et mes livres sont, les livres que j'écris depuis maintenant plus de 20 ans, sont une sorte de, pas seulement, mais aussi une sorte de sismographe qui enregistre voilà, ces plis d'être, ces mouvements profonds qui ont commencé avant même ma naissance et qui me traversent. Donc, le rapport à ce qu'on appelle pardonnez-moi, hein, platement, la nature. J'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je ne l'emploie jamais. Vous ne le trouverez jamais dans aucun de mes livres. Qu'est-ce qui pose problème alors, dans ce mot de nature? Il est pour moi connoté, mais vous allez trouver ça dérisoire, mais pour moi, il n'y a que les yaourts qui sont nature. Je ne dis pas nature, je dis chose verte, et j'entends au-dessus de cette et autour de cette de ce matériau mouvant et émouvant que sont les choses vertes, j'entends palpiter tout autour le vent, les neiges, les saisons, les étés, les rivières. Enfin, voilà, il y a là un trésor immatériel et en même temps terriblement charnel et charnu. Qui excède tellement le mot nature que je n'en sais rien faire et je ne l'emploie jamais. Et nous avons pensé avec Fabrice que pour vous donner une idée parce que c'est par les textes que ça passe, hein, évidemment. Mon affaire, ce sont les textes. Et pour vous donner une idée du caractère insulaire du pays premier, étant bien entendu, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, que chacun porte en soi son pays premier, quand bien même il serait morcelé. Hein. Et il se trouve que le mien ne l'est pas et qu'il a encore une fois ce caractère de bastion qui peut vous enfermer définitivement. On peut crever la gueule ouverte dans les bastions. Et la bouche pleine de terre. Mais j'ai eu envie de vous lire un court texte que j'ai écrit pendant l'été 2016, où il est question d'une des manières dont on peut quitter le bastion, quitter l'île. Ce texte est daté du jeudi 7 juillet 2016. Mais il est extrait d'un vrai faux journal d'été. Le vrai faux journal de l'été 2016. Jeudi 7 juillet. J'entends passer l'hélicoptère. Il vrombit et mange l'espace. Il a l'air d'un gros jouet découpé contre le ciel de l'incommensurable été. Je tords le cou, lève les yeux. Le corps se tend, figé. Tous, ici, en pays haut et perdu, nous le faisons. Et les gens moyenâgés comme moi, ou davantage encore les plus vieux, pensent d'abord à l'accident, à l'infarctus, à l'attaque, au foudroiement de la maladie. L'hélico, on dit l'hélico, est appelé, il surgit. Vous êtes empoignés, embarqués, emballés, empaquetés, enfournés, emportés vers Aurillac, Clermont ou Toulouse. On sait quand on part, mais pas quand on revient. Ils ont bien eu chance de l'hélico. Sans l'hélico, ou avant l'hélico, ils seraient morts. Ou le temps d'être transportés en ambulance, elle n'aurait pas survécu. Ou les séquelles auraient été pires. Cet hélico, c'est quand même quelque chose. Et de ponctuer ces fortes paroles d'un coup de menton presque martial. Flotte soudain dans l'air un vague parfum d'Apocalypse Now et d'armée en opération sur des terrains minés. Chapeau à l'hélico, respect. L'hélico serait aussi d'enfance. Il fait merveille mais semble tout proche. Son hélice tourne, visible à l'œil nu. Il froisserait presque les frondaisons charnues des frênes les plus hauts. L'hélico ne nous toise pas, il se donne à voir. On a le temps de le suivre du regard. Les enfants petits tendent le doigt et poussent des cris d'hirondelle. Ensuite, il est passé, parti, enfui,
la lumière l'a avalé. Je reste, nous restons. On a parlé donc d'un lieu isolé, mais vous êtes le fruit d'un lieu, mais aussi d'un milieu. Vous avez grandi dans une famille donc, de paysans de montagne. Il y a beaucoup de vos livres, dont par exemple Joseph, qui raconte très bien les personnes de ce milieu. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler et puis nous expliquer comment ce lieu, conjugué avec ce milieu, vous a forgé et puis un petit peu quel genre de caractère vous parlez souvent de gens verticaux, austères, tenaces, un petit peu qu'on comprenne. C'est assez intéressant ce que ce lieu, ce milieu conjugué forme comme corps de personne. Puis après, comme corps d'écrivain peut-être alors, oui. Et comme corps de phrase. Oui, oui je ne sépare pas lieu et milieu. Alors la question de... Enfin le mot agriculture est revenu à plusieurs reprises dans l'intervention de Gilles Clément précédemment. La question des agriculteurs, des paysans, elle est complexe, c'est un terrain miné. Et j'ai tout à fait conscience de n'en labourer de ce terrain miné qu'une infime parcelle. Mais il se trouve que cette agriculture-là, ce monde paysan dans lequel je suis née, se percevait comme moribond. Voilà. Comme en train de finir. Comme n'en finissant pas de finir. Comme, même si on ne l'aurait pas dit de cette manière-là, comme l'ultime résidu d'une population récurée, évidée, rabotée depuis des générations par l'exode rural. Et le Cantal, ça ne vous échappe pas, c'est le Massif central, c'est tous ces départements-là, de la diagonale du vide. Voilà. Donc, je grandis dans une scansion portée par les adultes qui ont autorité, une scansion de mort. Et ce mot, les derniers Indiens, que j'ai donné comme titre à un roman que j'ai publié en 2008, cette expression, pardon, les derniers Indiens, je ne l'invente pas, ce sont mes parents qui disaient de nous, on est les derniers Indiens, quand on passait devant le panneau en bois, qui existe toujours d'ailleurs, renouvelé depuis, mais il existe toujours, sur lequel il était inscrit « Vous entrez dans le parc des volcans d'Auvergne ». Mes parents disaient « On est les derniers Indiens ». Et je précise bien qu'on avait la télévision, très important. Sur l'île, il y a la télévision. Le monde palpite derrière l'écran bombé de la télévision, sur l'île. Donc l'île sait qu'elle est une île, et que le monde palpite autour. Et donc, nous voyons à la télévision des westerns. Et dans les westerns, on sait ce qu'il arrive aux Indiens. Et surtout aux derniers. Vous voyez ? Donc, ça pue la mort. Voilà. Et mon père disait aussi, d'ailleurs, on est périmé. Vous entendez le rapport au yaourt ? Voilà. Bon. Donc, il allait falloir une énergie au sens étymologique du terme. Énergie, c'est en ergon, ce qui est dans le travail, en bon grec. Il allait falloir une énergie tenace pour inventer sa vie dans ce contexte-là. Et de cette énergie, d'ailleurs, qui probablement par sourde et surcapillarité sourdait des volcans. D'ailleurs, le maître d'école nous disait que le Cantal était un volcan. Et il nous disait aussi, le maître d'école, l'Auvergne est le château d'eau de la France, le Massif central est le château d'eau de la France. Vous imaginez ça ? Bon, donc c'était quand même tout un programme. Bon, de cette énergie-là, dont on allait avoir besoin, les adultes autour de nous donnaient un exemple magnifique. Mon père scandait la mort et en même temps était terriblement vivant pour que la ferme soit vivante, soit prospère. Et voilà comment ça commence, voilà comment j'ai le sentiment très tôt d'être placée en position de témoin de quelque chose qui finit, de quelque chose que je vais quitter, et de quelque chose donc il faudra, moi, que j'inscrive une trace, puisque je vais le quitter. Et que celui qui quitte déserte et abandonne, et que celui qui quitte toujours est soupçonné de trahir. Et ma façon, à moi, de rester dans une forme de loyauté et de fidélité à ce que je quitterai forcément, sans d'ailleurs romantisme échevelé,
Je le quitterai pour des raisons économiques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons historiques. Ma façon à moi de m'inscrire dans une loyauté par rapport aux lignées qui m'ont précédé, ce sera d'en écrire, du lieu et du milieu. Et alors justement, très bien. Et comment vous êtes venu, d'une part, dans ce milieu usé à la lecture, hein, parce que si j'ai bien compris, on ne vous a pas empêché de lire, mais il n'y avait pas de livre à la maison. Non. Enfin, c'était... Mais c'est l'école. Enfin, vous êtes nombreux à savoir ça, c'est l'école. Voilà. D'ailleurs, dans Le Pays d'en haut et dans nombre de mes autres livres, la figure du maître d'école, alors on peut la qualifier de mythique, mais les mythes parfois vous prennent au bras et vous embrassent et vous nourrissent et sont là au moment où il faut pour les aiguillages fondamentaux de l'existence. Donc c'est l'école, c'est le maître d'école, c'est d'avoir appris à lire et à écrire et d'avoir eu le sentiment que c'était ma place dans le monde. D'ailleurs, je ne suis jamais sortie de l'école, puisque je suis professeur. Et le livre est entré comme ça. Le b.a.-ba du monde est entré comme ça dans ma vie. Le b.a.-ba du monde, vous savez, la lecture, on apprenait avec cette méthode la babebi-bobu. Rémi et Colette, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait la syllabe, il y avait le mot, il y avait la phrase, il y avait l'histoire. Il y avait une sorte comme ça d'ordre cosmique qui se mettait dans les choses. Et on avait une place. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au livre, à la grammaire, à la langue, et c'est le pays que j'habite. Et c'est comme ça, encore une fois, que de manière très organique, pas décidée du tout, vous voyez, c'est pas un défi, c'est pas de cet ordre-là, c'est comme une poussée sûre, lente, et oui, j'aime beaucoup cet adjectif organique, comme pousse l'herbe, quoi. Hein, que je suis venue à l'écriture, mais lentement. Gilles Clément parlait tout à l'heure du temps. Lentement, parce que c'était loin. Il fallait marcher longtemps pour passer de cet univers où on ne lisait pas de livres et on en écrivait encore moins, et où on était des paysans, des cutéreux. Hein, ça, je l'ai entendu. Alors, pas dans l'enfance, pas à l'école primaire, mais ensuite, quand je suis allée au pensionnat à Saint-Flour. Vous ne connaissez pas Saint-Flour, je sens. Ceux qui connaissent Saint-Flour, il y a une ville haute et une ville basse. Il y a un rocher entre les deux. Voilà. Hein. Et le monde est vertical. Quand vous entrez au pensionnat de Saint-Flour, chez les religieuses, vous êtes fille de paysan. Vous comprenez très vite que vous êtes à l'horizontale. Hein. Et que le monde vertical, il est occupé par les filles, puisque c'est une école de filles, des notables de Saint-Flour. Voilà. Et que ça va être la guerre. Voilà. Bon. Ma nature volcanique fait que, en effet, j'ai fait la guerre. C'est pas un problème, mais ça aurait pu mal tourner cette affaire-là. Vous voyez, ça aurait pu rester très, voilà, très, très juste intestin et j'en serais morte sans doute. Et voilà. Mais ouais, c'était loin, quoi. C'était long de s'autoriser à penser, pardonnez-moi, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'on pouvait avoir le droit, que c'était éventuellement du rôti pour moi. Ça, c'est l'expression de ma grand-mère. Hein. Quand on faisait quelque chose qui ne relevait pas de notre classe sociale, elle disait, c'est pas du rôti pour elle. Vous voyez ? Bon. Donc, voilà. Bon. Donc, il fallait s'approprier le rôti. Hein. Bon. Et aussi, autre transgression, très liée au rapport aux lignées. Dans ces lignées paysannes, donc qui m'ont précédé du côté du père et du côté de la mère, jusqu'à ma génération. Je donne cette petite précision simplement parce qu'elle n'est pas anodine du tout. Je n'ai pas de génération intermédiaire. La plupart des gens nés au début des années 60 ont une génération intermédiaire entre au moins une, hein, si ce n'est 2 ou 3, entre le socle paysan et eux. Il se trouve que pour des raisons qui m'échappent complètement, hein, mais jusqu'à ma sœur et moi, qui sommes nés en 60 et 62, jamais personne dans nos familles, du côté de notre père comme du côté de notre mère, n'était parti. Voilà. Donc, ça fonde un rapport très radical, un rapport de proximité immédiate. Vous voyez, hein, le socle, il est juste derrière, là, comme ça. Hein. Ou le vertige, il est juste derrière aussi. Et donc...
Dans ces lignées-là, donc on ne lisait pas forcément, on écrivait encore moins de livres, et surtout, si on en écrivait éventuellement, ou si on parlait éventuellement, ou si on se servait des mots éventuellement, si on avait les mots, on ne les utilisait pas pour parler de soi. On les utilisait pour parler du travail, et magnifiquement. Grâce leur soit rendue, parce que mon lexique est fourni. On les utilisait pour parler des autres. Bon, ça, c'est pas spécifique du monde paysan, hein. C'est spécifique du village. Voilà, hein. On parle des autres et les autres parlent de vous. C'est une glose inépuisable. Hein. Mais on ne les utilisait pas pour parler de soi. Or, moi, je savais que si un jour j'écrivais, je n'écrirais pas de roman historique en Basse-Égypte. J'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais. Et je n'écrirais pas de roman de terroir. Non. C'est ça un petit peu dont je voulais vous parler. C'est ce qui je trouve stupéfiant et très réussi dans le travail de Marie-Hélène Lafont, c'est que vous revenez sans cesse comme sur le Cantal, même les romans qui se passent en ville, comme Nos vies. On file à la pâte agricole, voilà. C'est ce que vous voulez dire. Et jamais vous tombez dans l'écueil d'une part de la nostalgie quand même, et puis par ailleurs du terroir au sens où les choses seraient figées dans une espèce de citadelle. Pour le coup, les choses sont extrêmement ouvertes. Est-ce que c'est le fruit d'une, je vais pas dire d'une stratégie, mais est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez travaillé cette question pour justement que votre évocation à la fois extrêmement précise du Cantal ait une résonance universelle? Alors, je n'en ai pas pris du tout conscience quand j'ai commencé à écrire de ce que je suis en train de vous dire là. Ça paraît contradictoire avec ce que je viens de vous dire. Je savais que, non, je ne savais pas, je sentais, je flairais. J'ai parlé tout à l'heure de la mort, la charge de mort dans laquelle j'ai grandi. Mais c'est ça qui faisait la différence. Je ne pouvais pas écrire de romans dits de terroir où l'on est confronté à de l'adversité, confronté à des situations difficiles, mais où cette adversité n'est là que pour que l'on en triomphe, témoignant ainsi de manière éclatante de ses solides vertus. Et au bout du compte, on est consolé et rasséréné. Moi, je ne pouvais pas écrire ça, je n'avais pas accès à ça. J'avais accès d'abord et avant tout à un récit de mort, de ténacité. Ce qui s'appelle vivre serait pousser la neige des jours avec son ventre. Et voilà. Donc, c'était une manière d'être au monde à laquelle je n'avais pas accès. Je ne pouvais pas écrire ça. Je ne voulais pas non plus l'écrire parce que je sentais obscurément que c'eût été une trahison. Par rapport à cette dimension documentaire et testimoniale dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà. En d'autres termes, j'ai lu George Sand. J'ai lu La Petite Fadette. Je me souviens, La Petite Fadette, ça me faisait le même effet que, vous savez, les couvertures de boîtes de chocolat, vous aviez l'Angélus de Millet. Vous voyez ? Ça mentait sur les couvertures de boîtes de chocolat et ça mentait dans La Petite Fadette. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Voilà. Et je ne pouvais pas faire ça. D'une part et d'autre part, le rapport, dès que je commençais à écrire, le rapport à la langue, la manière dont la phrase se travaillait, dont je la travaillais, dont elle me travaille, et donc le résultat, la phrase que j'écris, c'est pas du tout la langue, si vous voulez, qui est celle du roman paysan ou du roman de terroir. C'est essentiellement ça, la ligne de démarcation. Et ça, je ne le cherche pas pour faire genre, je cherche ma phrase, la phrase juste, la phrase qui va sonner juste pour dire le monde d'où je viens, le monde enfui, le monde enfoui, pour le dire avec le plus de justesse possible au sens musical du terme. Voilà. Donc cette phrase, pour moi, elle exclut l'aimable et correct ronron du texte qui pousse sa pointe comme ça dans ce qu'on appelle le roman de terroir, d'une part, et d'autre part,
aussi, elles font d'une inquiétude définitive qui est dans mes livres, une sorte de tension, voilà, une sorte de tension que j'assimile volontiers à la tension de la marche. Quand vous marchez, vous tendez toujours à embrasser la ligne d'horizon et toujours la ligne d'horizon se dérobe. Eh bien, il en va de même pour moi de cette langue que je cherche et que je voudrais juste pour dire le monde. Voilà. C'est une langue qui est très très épurée. Est-ce que l'épure de votre langue est en lien avec quelque part l'austérité des paysages dans lesquels vous avez grandi? Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux, hein? Avec ce que j'appelle les pays émaciés, parce que c'est à la fois charnu et émacié. Alors, je vais peut-être lire le Gracq là, pour le coup, parce que Julien Gracq, j'ai presque envie de dire le vôtre, quoi, parce que c'est l'homme de la Loire. Hein. Et ben alors lui, c'est un géographe, hein. Il sait ce qu'il en est. Il est de formation, c'est un géographe de formation. Et l'étymologie de géographie, c'est l'écriture de la terre. Hein. Il connaît manière, il sait faire. Et il a beaucoup marché sur ce territoire d'où je viens, qui s'appelle le Césalier. Si vous êtes déjà allé en Aubrac, c'est le même corps de pays. C'est à la fois émacié et charnu. Et lui le dit magnifiquement. Alors, je vais vous lire un extrait des Carnets du Grand Chemin que j'ai vraiment voulu inscrire dans l'anthologie sur la courte anthologie de textes qui accompagne l'entretien que nous avons donné avec Fabrice Lardreau. Et alors dans ce texte, Julien Gracq fait une chose quand j'ai découvert ce texte, mais ça a été pour moi stupéfiant parce que je l'ai lu assez tard. Hein. J'avais peut-être pas commencé à écrire, mais j'étais quand même plus tout à fait une perdrix de l'année quand j'ai lu ça. Et c'était stupéfiant parce que vous allez entendre, là-dedans il y a un écho de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du Far West, des derniers Indiens. Je sais exactement de quel morceau de route bleue et de quel morceau de pays il parle. Et dans ce morceau-là de pays, à l'époque où Julien Gracq il marchait, mon grand-père, le père de mon père, montait à l'estive dans ce coin de pays-là. Donc ce troupeau-là dont il parle, vous allez entendre ça, ça pourrait être le troupeau de mon grand-père. Et j'ai le sentiment que quelque chose du corps des lignées qui m'ont précédé coule dans le texte de Julien Gracq. La première fois, donc c'est Julien Gracq, c'est dans les Carnets du Grand Chemin. Hein. La première fois que je pris la route de Bord à Neussargues, au déclin de l'après-midi, les herbages du Césalier avant Allanche étaient si lustrés par le soleil ras que, contre la couleur de pain blond craquant sortant du four, le ciel au bord de l'horizon prenait la teinte d'un orage de mai. Une gaie ferblanterie de sonnailles secouées faisait la haie tout le long de la route et aiguisait cette odeur de foin coupé qui enivre et semble faire chavirer en nous une mémoire très ancienne. Alors c'est là qu'il décolle, hein. On entend de la suite. Comme si l'homme se souvenait encore, par-delà le long sevrage de l'espèce, d'un temps où elle broyait à même la terre la verte écume native. Le village d'Allanche, blanc et gris-fer, au milieu de ces gazons solaires, m'est apparu, quand je l'ai alors traversé, bondé de la félicité tranquille des pâturages, aussi naïvement qu'une grange de son foin. Jamais, depuis, je ne passe à proximité sans tenter, si je le puis, d'y faire étape. Fût-elle froide et mouillée, inhospitalière, comme elle l'est parfois à ces altitudes au début de l'automne, la nuit y reste encore illuminée pour moi par le souvenir de ce soleil si doré des hautes pâtures. Quand je le quittais, un petit train de voyageurs, dans un pli du terrain, roulait à même la prairie au milieu des troupeaux sonnaillants, enfoui dans l'herbe jusqu'à ses marchepieds,
Ses vitres illuminées par le soleil couchant, pareilles à un train du Far West au milieu des bisons au package. J'étais dans ce train, c'était une Micheline jaune. Rarement, je pense au Césalier, à l'Aubrac, sans que s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir. Sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre à tomber, m'incite à y courir, à m'y rouler, à perte de vue, à perdre haleine. Un vertige horizontal. Une attraction sans violence, mais difficilement résistible, me ramène, d'année en année, encore et encore, vers les hautes surfaces nues, basalte ou calcaire, du centre et du sud du massif. L'Aubrac, le Césalier, les Planèzes, les Causses. Tout ce qui subsiste d'intégralement exotique dans le paysage français me semble toujours cantonné là. C'est comme un morceau de continent chauve et brusquement exondé qui ferait surface au-dessus des sempiternelles campagnes bocagères qui sont la banalité de notre terroir. Tonsure sacramentelle, austère, dans notre chevelu arborescent si continu, image d'un dépouillement presque spiritualisé du paysage qui mêle indissolublement à l'usage du promeneur sentiment d'altitude et sentiment d'élévation. C'est dans les Carnets du Grand Chemin et ça a été publié en 1992. On a parlé du lieu, du milieu, mais dans vos textes, il y a aussi d'autres habitants dans ce milieu naturel, ce sont comme les animaux. Il y a quelque chose qui revient souvent chez vous, c'est la notion de sauvagine, que j'ai découvert en discutant avec vous, qui revient dans certains de vos textes. Est-ce que vous pouvez un petit peu, parce que c'est quelque chose qui est assez important pour vous, nous expliquer ce que vous entendez par cette fameuse sauvagine et ce qu'elle a signifié pour vous dans votre travail? Il en a été question tout à l'heure aussi. Les taupes. J'ai écrit sur les taupes. J'ai raconté dans une nouvelle qui s'intitule Les taupes ce traitement dont a parlé Gilles Clément tout à l'heure à la strychnine, que enfants, ma sœur et moi, nous appliquions aux taupinières. On nous faisait empoisonner les taupes avec des vers empoisonnés qu'on mettait dans le trou des taupinières. Ça faisait partie de nos tâches enfants. C'était une sorte de rituel. La mort. Alors, dans ce monde, en effet, le paysage, corps de pays, corps de bâtiment, les corps des gens et les corps des bêtes. J'ai bien dit d'ailleurs qu'il y avait un bâtiment pour les gens et un bâtiment pour les bêtes, souvent contigus, intriqués l'un dans l'autre. Alors les bêtes domestiques bien sûr. Alors, vous l'avez entendu, ce ne sont pas les bisons de Julien Gracq, mais les bêtes. Pour mon père d'ailleurs, les bêtes ce sont des vaches. Les autres, on nomme d'abord, avec ce vocable-là, ce mot-là, on nomme les vaches. Bon, c'est un pays de bovins, avec des races autochtones, Salaire, Aubrac, etc., qui appellent, qui appellent le bison, en effet. Bon, quelque chose de cet ordre-là. Bon, y a les bêtes domestiques. Donc ces bêtes domestiques, on en est familier, on vit avec elles. Les enfants vivent avec elles. Notamment les chiens, par exemple. Et les chiens ont une fonction. Les chiens sont des chiens utiles. On n'a pas d'ailleurs, par exemple, du tout la notion de bête domestique d'agrément. La bête domestique a une fonction. Les chiens et les chats ont une fonction. On élève des bêtes pour les manger. Ça fonde un rapport à l'animal, qui ensuite, là aussi, laisse des plis d'être, si je puis dire. Donc il y a ces bêtes-là, toutes les bêtes domestiques. Voilà. Et autour, il y a la sauvagine. Ce qu'on appelle la sauvagine, vous le savez, ce sont les autres, les bêtes, les menues, les interstitielles, celles qui palpitent à l'envers de nos vies. Et qu'on aperçoit parfois au crépuscule. Elles sont chassées. Il y a question des nuisibles. Les nuisibles ou pas,
Voilà, les renards, les blaireaux, les milans. Donc, il y en a en haut, il y en a au ras du sol, il y en a sous le sol, les taupes. Hein. Voilà, les bêtes sont... Nous sommes cernés et nous partageons le monde avec elles. Il y a des truites aussi dans les rivières à truites. Hein. La Santoire est une rivière à truites. Je devrais le mettre à l'imparfait. Les truites ont disparu. Les grenouilles aussi. Les écrevisses aussi. Hein. Et là, on voit bien à quel point les questions politiques de cohabitation et des violences, le mot violence est revenu souvent dans les propos de Gilles Clément, se posent, hein, en effet. Et en ce qui me concerne, toujours probablement par le truchement de ce maître d'école, et peut-être aussi parce que j'ai grandi dans une famille où on n'était pas chasseurs. C'était peut-être différent si on l'avait été, mais on ne l'était pas. Donc, de ces bêtes qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas toucher, mais qu'on entendait, dont on savait où étaient les terriers, par exemple, qu'on apercevait parfois comme ça de manière fugitive, qui surgissaient entre chien et loup, souvent, je me suis laissé dire qu'au Québec, on appelait entre chien et loup l'heure du chevreuil. Hein, c'est bien vu. Eh bien, très vite, j'ai eu à ces bêtes-là un rapport très, comment dire, rêvé, voilà. C'était des bêtes rêvées. Voilà. Peut-être rêveuses, rêvées, imaginées, guettées, épiées, perçues, entreaperçues, espérées. Et ça, je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à lire Giono. Si vous lisez Giono, vous l'avez, la sauvagine. Elle est là, le mot est là. Hein. Il est là dès les premières pages d'un de Beaumugne, qui est un des premiers livres de Giono. Le mot sauvagine. Hein. Présent dans toute sa verdeur. Voilà. Et j'ai gardé de ce rapport-là au monde, oui, une sorte de, comment dire, peut-être de capacité d'émerveillement. Et aussi le sentiment de quelque chose qui serait presque de l'ordre du désastre, puisque cette part-là du monde, cet envers du monde a été grandement mutilé, voilà, hein, violenté. Et les bêtes ces bêtes-là sont toujours interstitielles et toujours pressantes. Elles palpitent sous la peau des livres. Et il est indispensable que leurs traces tenaces s'inscrivent. Et je précise juste une chose aussi. Quand j'étais enfant, en rentrant de l'école, au mois de mai, juin, je raconte ça, là. J'avais une fonction dans la ferme qui était d'empêcher les milans de venir chercher les petits poulets. Vous savez, ma mère faisait elle avait une basse-cour, et il y avait des couvées, et il y avait des poussins. Et elle achetait aussi des petits poulets pour les engraisser. Et les milans venaient tournoyer au-dessus, hein, et éventuellement descendaient, hop, piquaient, et en emportaient un. Et pour empêcher ça, l'épouvantail vivant, c'était moi. Donc, vous voyez, je rentrais de l'école et je repassais mes leçons en marchant et en patrouillant autour du poulailler. Une fonction dans l'ordre économique de la ferme et aussi un rapport à la bête qui tombe du ciel, vous voyez, et qui peut surgir et dont on empêche le surgissement. C'est comme une sorte de pacte comme ça. Hein. C'était pas violent, je faisais juste peur à la bête. On lui tirait pas dessus. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour ensemencer un imaginaire. Voilà. Et d'ailleurs, je garde de ces séances-là le goût de ces marches circulaires qui sont comme des psalmodies,
un peu obsessionnel. Et, par exemple, quand je travaille mes textes, je les lis beaucoup à voix haute et je les lis en marchant dans un espace clos qui est celui de mon appartement parisien, mais c'est la même marche. C'est le même ébranlement du corps. Mon corps se souvient de ça, voyez. Et je guettais le Milan, je guette la phrase. Et c'est le même corps. Pour revenir à votre écriture, quelque chose que je trouve assez frappant et que, enfin, sans doute vos lecteurs peut-être ont remarqué aussi, c'est l'idée que les choses sont intriquées. En fait, la narration chez Marie-Hélène Lafon avance plutôt par la langue. On ne peut pas, cerner, alors qu'on parle de l'écriture de la nature aujourd'hui, on ne peut pas, j'ai l'impression chez vous, cerner le moment où la narration s'arrête pour décrire le paysage. Il y a une intrication que j'arrive pas d'ailleurs à analyser, et ce qu'elle doit l'être, mais c'est assez troublant que le milieu dont vous êtes issu, on a l'impression qu'il ne permet pas la contemplation comme ça un peu paresseuse du paysage, et que l'écriture que vous avez choisie pour le restituer, elle-même ne se le permet pas. En gros, il faut continuer à avancer. Oui. On ne peut pas s'arrêter pour, comme ça, sur une chaise longue, regarder paresseusement le paysage. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Oui, alors, ça, c'est... ceux d'entre vous qui viennent de ce milieu savent cette chose, c'est que les paysans ne se promènent pas. On ne se promenait pas. Ou alors, si on avait du monde le dimanche, un petit branlement postprandial. Voilà, hein, c'est en grappe, sur un territoire très balisé, qui était aussi une façon de dire aux autres, on a du monde. Ils ont du monde. Bon, voilà. Mais pas se promener. Pas se planter devant un paysage et dire c'est beau. Jamais de ma vie, je n'ai vu, entendu, alors mon père, ma mère, ou les autres, les voisins, etc., faire ça, dire ça, jamais. En revanche, nous traversions le paysage et le paysage nous traversait. C'est pour ça que j'appelle le paysage corps du pays. Et l'étreinte avec le corps du pays, elle était constante. Ça s'appelle le travail. Comment les 33 hectares de la ferme de mes parents me sont entrés dans le corps? Comment j'en suis devenu le sismographe? En fanant, en marchant derrière la botteleuse, en ratelant derrière la botteleuse. Le pré vous rentre dans le corps par les pieds. Voilà. Et vous en connaissez et vous en mesurez la surface et les ondulations, les molles et les autres, par les gestes que vous avez à faire, la manière dont vous allez ajuster le râteau. Bon, voilà. C'était de plein pied, c'était pas glosé, c'était pas expliqué, mais ça se faisait en se faisant. Donc, ça fonde un rapport au paysage qui n'était pas du tout contemplatif, qui était probablement, ça c'est un mot citadin, hein, mais chorégraphique. Il y avait quelque chose de l'ordre, oui, de la danse. Alors, toutes sortes de danses, hein, plus ou moins frénétiques, plus ou moins lancinantes, des pas de deux et autres, mécanisées. Je n'ai connu que les travaux mécanisés, mais des travaux qui étaient des mécaniques qui permettaient encore un rapport à la terre, au sol, qui n'excluaient pas encore la dimension du travail à la mesure du corps. Voilà. Par exemple, les bottes de foin, vous voyez, c'était des bottes rectangulaires, assez maniables pour que des hommes puissent les projeter à la fourche sur une remorque sur laquelle les jeunes filles, les adolescentes, ma sœur et moi, les rangions. Vous voyez, ça n'était pas ces ballots énormes, qui sont d'ailleurs très graphiques, hein, mais qu'on ne peut manipuler qu'avec des machines. Donc le geste lui-même, vous voyez, hein, ce qu'il implique, sa répétition,
sa ténacité, sa persévérance, la fatigue et aussi le contentement qu'il inscrit dans le corps lorsqu'on se retourne derrière soi et qu'on regarde le pré fané. Voilà comment le paysage entre en vous et comment vous entrez en lui. C'est un pas de deux. Hein. Et j'ai mis très longtemps à comprendre, ça ne m'est apparu que tout récemment, que cette première manière d'entrer en paysage m'interdisait, ce que je ne fais donc jamais dans mes livres, et je ne savais pas pourquoi je ne le faisais pas, m'interdisait le morceau descriptif. Il n'y en a pas. Le paysage infuse, là, hein, un bout de rivière par-ci, un arbre par-là, beaucoup d'odeurs, hein, parce qu'un pays, ça sent, un corps de pays, ça sent, voilà. Hein. C'est comme ça qu'il est là, hein, c'est comme ça qu'il est présent, c'est comme ça que je tente de l'incarner. Incarner, ça veut dire donner chair. Hein. Voilà. Et ça ne... c'est une... j'ai parlé tout à l'heure de tension, de marche. Hein. Il y a une sorte de... Voilà, la phrase avance, elle pousse son étrave et elle doit drainer avec elle le monde entier. Les nuits, les jours, les saisons, les étoiles, le froid, les étés cuisants, le travail, les maisons, les bêtes, les aperçus et les entreaperçus, les bêtes domestiques et les autres, les gens, leur silence, leur façon d'être au monde, leur façon de se taire, leur façon de dépenser l'argent, leur façon de le gagner, leur façon d'aimer, leur façon d'attendre. Moi, j'ai que la phrase, et il faut que la phrase avance. On ne peut pas se poser, on ne peut pas prendre la pause, on ne la prend pas. Et j'ai jamais entendu mon père dire « c'est beau » en parlant de paysage. En revanche, pour mon père, un beau pré, quand il disait « c'est un beau pré », ça voulait dire « c'est un pré qui rapporte ». Évidemment, un pré de bon rapport. Mais il disait aussi, du même pré, j'entends pousser l'herbe. Donc, le rapport poétique au monde, il est là aussi. J'entends pousser l'herbe. Je suis la fille d'un homme qui disait « j'entends pousser l'herbe ». Vous avez parlé tout à l'heure de Julien Gracq et du côté géographe, hein, la géographie. Est-ce que vous êtes sensible en général aux auteurs qui ont un rapport très fort à un territoire, justement, et non pas un terroir, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que je pense à des gens comme Mario Rigoni-Stern, vous êtes grande lectrice, ou peut-être aussi Pierre Michon, Pierre Bergogneau. Est-ce qu'il y a une espèce de connexion et vous vous sentez en affinité avec des auteurs qui ont ce même rapport puissant, profond, justement, au corps de pays, même si c'est un corps de pays qui peut être très différent, par ailleurs? Oui, ça c'est une de mes obsessions en matière textuelle, c'est celui que j'appelle le bon Gustave Flaubert. Et il y en a du corps de pays chez Gustave Flaubert. Hein. Dans le texte de Gustave Flaubert, qui pour moi est le bréviaire absolu, à savoir Un cœur simple, 30 pages sur la vie de Félicité, une servante. Vous avez la Touques. En matière de rivière, la Touques, c'est un sommet. Si vous passez entre Deauville et Trouville, vous traverserez la Touques. Vous verrez, il y a un panneau, la Touques. La Touques coule dans le texte de Gustave Flaubert. Et les Félicité, il fait sa lessive, elle y bat le linge de Madame Aubin, sa maîtresse. Et la sensualité intense et morne de cette rivière plate et molle, et tout entière incarnée comme ça dans ces 30 pages. Bon, voilà. Moi, j'aime qu'il y ait du corps de pays dans les textes. Donc, ça m'attache souvent à un univers. Voilà. Et je sais que Flaubert m'a attrapé aussi comme ça. Hein. Il m'a attrapé avec Un cœur simple à cause de la Touques. Alors, ensuite, vous avez évoqué Pierre Michon et Pierre Bergogneau. Alors là, il faut donner une précision. Il était question de la Creuse tout à l'heure. Pierre Michon, Creuse. Pierre Bergogneau, Corrèze.
Richard Millet, les grands livres de Richard Millet. En mars, il se mettait à puer considérablement. C'est la première phrase de La gloire des pitres de Richard Millet. Et c'est le plateau des 1000 vaches. Corrèze. Des pays contigus à ce massif central, là, des morceaux de ce massif central, et des écritures qui sont des aventures de la langue, et des écritures qui, quand je les ai découvertes en 95, je ne les connaissais pas auparavant, m'ont acculé moi-même à l'écriture. Alors que je m'en tenais à distance pour des raisons qui font écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la forte présence, la forte incarnation d'une géographie au sens le plus foisonnant et le plus intime à la fois, le plus universel et le plus intime à la fois du terme, et pour moi vraiment, je vais employer un vilain mot, mais un critère qui fonde l'attachement à une œuvre, ça c'est certain, c'est certain. Et je me rends compte que si vous lisez par exemple Mario Rigoni Stern, ça c'est cette partie-là de l'Italie qui confine à l'Autriche, très forte présence d'un pays alpin, très forte présence de la montagne, très forte présence d'un attachement à un minuscule territoire, et en même temps chez lui un embrassement du monde, et l'embrasement du monde aussi. C'est-à-dire l'intime et l'universel. Ça ne vaut que si l'un ouvre et ensemence l'autre. Voilà. Et je cherche ça dans les livres que je lis. Ça, c'est certain. Vous avez ça chez Giono, hein, évidemment. Et Ramu, le Suisse, majuscule. Si vous avez la chance de ne pas avoir encore lu Ramu, il y a chez lui une présence aiguë, intense, douloureuse et douce à la fois de ce territoire qui lui est intime et qu'il élargit aux dimensions du monde, la Suisse. C'est pas très dansant, hein, mais il en fait quelque chose de totalement allumé, quoi. La Suisse de Ramu, elle est totalement allumée. Ça, c'est la force de la langue. Donc, je cherche des aventuriers de la langue qui est la géographie chevillée au corps. Et il y en a. Hein. C'est inépuisable. C'est un trésor inépuisable. Peut-être alors une dernière question avant qu'on passe la parole au public. Comment est reçu votre travail? Je me posais la question de savoir comment, dans votre famille, dans vos amis, dans vos voisins, dans les gens qui vivent dans ce pays, dans ce corps de pays, comment on a considéré votre démarche. Vous parliez tout à l'heure, je crois, de déserteur. Comment tout ça est perçu et comment votre travail est reçu dans ce pays. Est-ce qu'on considère que vous avez bien accompli la mission ou au contraire, comment ça se passe pour traduire cette nature? Oui, j'entends bien ce que vous dites. On dit toujours que nul n'est prophète en son pays. Et quand j'ai commencé à publier en 2001, j'ai été invitée à venir parler de mes livres à la médiathèque de Rion-Esmontagne. À Rion-Esmontagne, il y a 3000 habitants. C'est à 18 km de l'endroit de la ferme dont je vous parlais tout à l'heure, de Lille. Hein, voyez. Et dans un premier temps, j'ai dit non, je ne veux pas y aller. En vertu du fait que nul n'est prophète en son pays. Et la bibliothécaire qui est de ces femmes qui remueraient des montagnes, elle est corrézienne, m'a convaincue. Et j'y suis allée. Et au début, on était 20, 25, et maintenant, quand je vais présenter mes livres, on pousse les murs de la médiathèque. Donc, c'est très émouvant pour moi. Ça a commencé avec Les Derniers Indiens, qui est pourtant le plus austère de mes livres. Dans Les Derniers Indiens, ça meurt longuement quand même. Hein. Ça a commencé après Les Derniers Indiens. Il y a quelque chose qui a commencé à m'être renvoyé, qui est de l'ordre de c'est nous, on est comme ça et ça nous fait honneur. Je crois que ça tient à la langue, au travail.
à mon désir de justesse. Ça n'est qu'un désir, hein. Mais c'est déjà ça. Il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de jugement. Il faut donner à voir, à entendre, à sentir, à toucher et incarner. Et jusqu'à présent, en tout cas, mes livres ont trouvé une place à laquelle je ne m'attendais pas du tout. D'autant plus que je ne suis pas naïve et je sais bien que ce CEUX dont j'écris ne sont évidemment pas la majorité de ceux CEUX qui lisent mes livres. C'est l'évidence même. Donc, il m'arrive parfois d'avoir des échos comme ça de lectures qui ont été faites par des hommes ou des femmes qui sont encore aujourd'hui paysans. Et évidemment, elles ont pour moi un grain et une valeur tout à fait particulière. Et je pense souvent à cet homme qui un jour est venu me voir dans une librairie. C'était à Aurillac. Point virgule, elle s'appelle la librairie à Aurillac. Elle est longue et étroite. Et j'étais au bout de la librairie et c'était une rencontre, échange, discussion comme ça. Et je vois arriver un homme, je l'ai vu arriver, donc il est rentré dans la librairie, je l'ai vu arriver de loin puisque la librairie est longue et étroite. Et à sa façon de marcher, à ses mains, à son corps, quoi. Tout de suite, j'ai su que c'était un paysan. Et il est venu devant moi et il a attendu que la personne qui était en train de parler avec moi se décale. Et il s'est planté comme ça devant moi. Il était debout comme ça, il s'est planté comme ça, il a posé ses mains comme ça, et il a dit j'ai pris un homme pour traire les bêtes pour venir vous voir. Eh ben moi qui ai la langue bien pendue, je peux vous dire que bon, ça fait partie des sommets ça fait partie des sommets de l'existence. Je dirais ça comme ça. Voilà.